Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. L'année 2022 est finissante, l'année 2023 se pointe à l'horizon. Madame et Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Nous décryptons justement les grandes questions d'actualité de notre pays, son état d'âme, dans toutes ses facettes. Et aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous un éminent acteur politique. Il s'agit bel et bien de l'honorable Freddy Mbakata, qui est député national, élu pour les comptes du parti politique PALU. Il est de l'Union Sacrée et élu dans la circonscription électorale de la Tchangou. Honorable et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'honorer notre invitation. C'est un plaisir de revenir toujours chez vous. Merci beaucoup, honorable. Alors, je l'ai dit à l'annonce de cette émission, nous allons justement décrypter les grands sujets d'actualité de notre pays. Alors, d'entrée de jeu, je l'ai dit, vous êtes député national, vous êtes l'émanation de la population à l'Assemblée nationale, disons au Parlement. Et aujourd'hui, vous venez de clôturer la session parlementaire de septembre. Déjà, quel bilan dressez-vous de la dite session? C'est un bilan positif. Comme vous le savez, la session de septembre est ancrée principalement sur les budgets. Et on a voté la loi budgétaire. Nous avons mis à la disposition du pays pour la première fois un budget qui va à 16 milliards de dollars. C'est un record, c'est du jamais vu dans ce pays. Et nous pensons tel que notre gouvernement, le gouvernement des Warriors, que moi personnellement j'ai désigné en dehors des Warriors, qu'ils sont des winners. Au départ, ils devraient avoir un budget de 11 millions. Ils ont atteint et dépassé même peut-être 13 millions au-delà. Et maintenant, quand nous fixons la barre à 16 milliards, je crois qu'ils iront au-delà de 16 milliards. Donc, c'était l'un des grands points que nous avons dû réaliser au cours de cette session de septembre. C'était doter notre pays d'un budget. Alors, justement, on reste toujours dans la même optique, honorable. Vous avez loué quand même le travail du gouvernement, que vous appelez, au-delà des warriors, des winners, c'est des vainqueurs. Mais personnellement, êtes-vous quand même satisfait du travail abattu par vous, les députés nationaux? Oui, je suis très satisfait. Il faut savoir d'abord d'où est-ce que nous venons. L'Assemblée, vous savez, au début, il y avait une autre majorité. Par la suite, on a eu notre dynamique, l'Union Sacrée est née. Personne ne donnait de la chance à cette nouvelle majorité. On disait que c'est une majorité mécanique, disparate comme ça, qui va éclater en cours de chemin, ça ne tiendrait pas. Mais nous avons montré une très bonne cohésion tout au long de notre session budgétaire. La majorité est restée une majorité soudée, et nos amis de l'opposition ont été corrects aussi. Ils ont joué leur rôle de l'opposition, une opposition républicaine. Donc, moi, je dirais que je suis très satisfait, et surtout, au top de cela, nous avons eu un bureau dirigé par le président Bosso avec toute son équipe, un bureau capable à la hauteur même de débats de haut niveau qui se sont déroulés à l'hémicycle. On va justement parler de ce budget qui est une première en RDC, d'atteindre quand même cette somme tout à fait colossale. Mais selon vous, quelles sont les priorités? Quels sont les aspects prioritaires
de ces budgets de 16 milliards au regard de tout ce que notre peuple vit aujourd'hui? Quels sont les prioritaires, les aspects? Bon, le Premier ministre a été très clair. Dans un budget national, on essaie de satisfaire tout le monde, mais vous connaissez les grandes priorités de notre pays. C'est lesquelles alors? Avec notre président, il a voulu maintenant commencer un développement à la base. C'est dans ce cadre-là où on mentionne le projet de 145 territoires. Et vous allez voir, d'ici peu dans chaque territoire, il y aura des infrastructures qui vont naître et qui ont déjà commencé à naître. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des centres de santé, et que sais-je encore, les routes qui sont réparées, les parcs, les ponts, et tout cela, c'est du nouveau. On n'a jamais vu ça. Autrefois, c'était un développement au top qui saupoudroyait un peu des miettes d'argent à la base, mais maintenant c'est différent. Le développement va à la base, donc c'est l'un des grands piliers. L'éducation, c'est un grand pilier aussi de ce budget. La santé, c'est un grand pilier, mais au top de tout cela, c'est la défense du pays. Vous savez qu'au moment où nous avons voté ce budget, notre pays est en situation de guerre. Vous connaissez vous-même. Il y a le M23, en fait, qui est une rébellion de paille. Parce que c'est sous-traité par le Rwanda, certains pays de la sous-région, pour nous troubler, pour semer de la pagaille, pour qu'ils ne puissent pas avoir la paix dans les pays, pour qu'on ne puisse pas peut-être aussi organiser des élections. Donc on a prévu un montant raisonnable à la défense de notre pays pour que nos forces armées, la police et les services puissent s'équiper à la hauteur d'un grand pays comme le nôtre. Alors, il faut justement allouer une importante somme au secteur, je dirais, clé que vous avez évoqué tout à l'heure, l'éducation, la santé, les infrastructures, le social, mais également la défense. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes justement à un jour, je dirais, de la clôture de l'année 2022, est-ce que sur le plan sécuritaire, on peut dresser un bilan positif sous les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que vous l'avez déjà évoqué. Mais vous savez, c'est facile de parler d'un mandat. Mais il faut voir d'abord d'où est-ce que nous venons. Ce qui est important, c'est de savoir d'où est-ce que nous venons. Quand le président Félix arrive au pouvoir, il y avait plusieurs milices dans ce pays ici à l'Est. La situation de l'Est dure depuis plus de 20 ans. Hein. Ce n'est pas depuis plus de 20 ans que le président Félix est au pouvoir. C'est là 4 ans et maintenant nous entrons dans la 5e année. Donc il a hérité d'une situation qui était déjà pourrie, qui n'était pas bonne. Un pays raisonnable, un pays qui aspire à la paix, à la démocratie, au développement, ne pouvait pas tolérer une situation pareille. Donc il a hérité d'une situation qui était déjà empoisonnée. Il est venu. Et le positif qu'on pourra mettre à son actif, lui a été le premier, jusqu'ici l'unique président, à pointer du doigt quel était l'ennemi qui nous attaquait. Il n'a pas parlé de M23, il a parlé du Rwanda. Souvenez-vous par le passé, personne n'osait dire que c'était le Rwanda qui nous attaquait, alors que c'était clair, comme disent les Anglais, it was obvious. Donc tout le monde le voyait, mais tout le monde se taisait. Mais lui, il a eu le courage de dire, je ne négocie pas avec le M23. Le M23 n'est qu'une marionnette. Je discute avec celui qui envoie le M23. Et vous avez vu toutes les discussions qu'il y a eu, que ce soit à Nairobi, que ce soit en Angola. Donc c'est ça. C'est ça d'abord qu'on doit voir. On vient de loin. Ce qui a traîné depuis plus de 20 ans de cadre ne peut pas être balayé en très peu de temps, en une année ou 2 ans. Et ça, c'est de un. De deux, regardez maintenant l'attitude de nos militaires. Moi, j'étais à Goma, à l'époque de l'AFDEL, quand les gens sont venus du Rwanda pour nous attaquer. Nos militaires, vous vous souvenez, à l'époque du président Mobutu vieillissant, nos militaires ne combattaient pas. Ils fouillaient. Il suffisait qu'ils entendent, il y a 1 ou 2 Rwandais qui sont là-bas, ils détalaient. Mais aujourd'hui pas. Nos militaires sont au front. Ils repoussent, ils résistent,
ils combattent malgré le fait que nous étions étranglés avec l'embargo du pays qui ne pouvait pas s'approvisionner en armes. Donc, il faut voir tous ces éléments-là, mon frère. C'est facile de déclencher une guerre, mais c'est très, très, très difficile d'en finir parce qu'on ne sait pas par quelle étape, par quelle péripétie on va pouvoir passer. Ok. Alors, justement, on va clôturer ces chapitres de l'aspect sécuritaire, allais-je dire. Aujourd'hui, la RDC a quitté les régimes des notifications pour l'achat et l'acquisition des armes lourdes, je les dirais. Alors, pourrons nous dire que c'est également une victoire de la diplomatie menée par le chef de l'État, ou c'est par concession qu'on est arrivé à... Quelle concession? Vous voulez parler d'une génération spontanée? Est-ce que c'est comme ça par hasard que ces 5 grands pays qui siègent aux Nations Unies, qui dirigent tout, décident de lever cet embargo? Mais il y a eu une diplomatie agissante. On dit qu'en politique, tout peut arriver. Oui, pourquoi pas aussi des concessions? Oui. Souvenez-vous combien de fois le président n'a pas pu voyager pour aller à l'étranger. Il a vu toutes ces grandes puissances. On les a vus. Il était en Chine, il était aux États-Unis, il était en Russie, il était en France, un peu partout, en Angleterre, partout où il fallait parler de la situation de notre pays. Il ne faut pas croire que c'est par un coup de bâton magique ou que ces gens-là se sont réveillés. Ah bon, maintenant, passons à la République démocratique du Congo, levons cet embargo. Non. C'est le fruit de la diplomatie menée par le chef de l'État. Bien sûr, il faut reconnaître à quelqu'un ce qu'il a fait. Donc, il ne faut pas qu'on se voile les yeux. 2023, une année tellement décisive, une année de beaucoup de défis en RDC, une année même électorale. Vous êtes député national. À quel niveau peut-on nous dire que ce que vous, les députés nationaux, vous avez produit, ont rencontré justement les préoccupations de la population et beaucoup plus, je dirais, votre base? Mais d'abord, la population s'attendait à quoi? La population, confondue de droite ou de gauche, de la majorité ou de l'opposition, exigeait qu'on tienne les élections à la date conventionnelle, à la date prévue dans notre constitution, qu'il n'y ait pas même un jour de dépassement, pas de glissement. Et aujourd'hui, le pari est en train d'être tenu. Nous avons, nous, au niveau du Parlement, produit un bureau de la CENI qui commence à faire ses preuves. Beaucoup ont douté, beaucoup ont attaqué, beaucoup ont critiqué, mais regardez maintenant les effets. L'enrôlement a commencé et tout le programme qui a été prescrit, nous espérons que le programme sera bien tenu et que les élections auront lieu à la date prévue. Donc ça, c'est une grande victoire. Il n'y a pas de glissement quand le président le disait avant. Non, il ment. Il cherche des prétextes, il fait ceci, vous allez voir, nous allons négocier, nous allons faire ceci. Oui, on va lui accorder une prolongation, mais à condition que nous puissions diriger le gouvernement. Il a toujours maintenu le même langage. Pas question de glisser les élections à la date prévue. Et nous sommes en train de le vivre. Puisque vous l'avez déjà évoqué, on parle maintenant processus électoral avec déjà le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs. Êtes-vous fier déjà de cette opération qui a commencé avec beaucoup de contestations honorables? Oui, mais c'est tout à fait normal, mon frère. Le balbutiement, là, c'est toujours normal. Souvenez-vous aussi à l'époque de l'ancienne CENI, quand on a commencé l'enrôlement avec des machines à voter ou quoi. De quoi n'avons-nous pas critiqué cette CENI-là? Que ce sont des machines à voler, que ce sont ceci. Mais par la suite, tout le monde s'est mis d'accord. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Il y a des petits couacs, mais ce sont des faits mineurs. Donc cela ne discrédite pas les processus électoraux. Ça discrédite nullement. L'essentiel est que la marche, le train est en marche et il atteindra sa vitesse de croisière. C'est comme un enfant qui est né. Il apprend à marcher. Il se lève, il tombe, il fait ceci, on se moque de lui. Mais demain, il marchera comme nous tous. Donc soyons tranquilles. Ce qui arrive, bon, ce sont des petits problèmes d'adaptation de nos techniciens, mais ils seront à la hauteur. Ce qui est important est qu'on a commencé, c'est tout. Et moi, j'invite tout le monde à aller se faire enrôler.
Le jour où je descendrai moi-même à Tchang pour me faire enrôler, ça sera avec une très grande foule. J'espère que vous serez de la partie. Donc, il faut vous enrôler, mon frère. Le train est en marche. Les canards boiteux vont rester, ils vont regarder et ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Je voulais même demander, parce que, à vous, honorable, en rapport avec la qualité de la carte que la CENI donne aux électeurs, ça a quand même découragé un peu certains. Vous êtes député national, élu dans la circonscription électorale de Tchangou. Quel message avez-vous à l'endroit de tous vos électeurs, bien que vous venez d'en parler? Mais je voulais un peu que vous puissiez nuancer un peu, parce que déjà, ça a découragé certains. Je vis à Tchangou, je connais les réalités. Il y a certains qui demeurent un peu sceptiques. Non, non, ok, non, parce que la qualité, centre. Vous, en tant que député national, c'est quoi vraiment votre message de réconfort? Écoutez bien, dites à la population que tous ceux qui sont des compatriotes, tous ceux qui aiment ce pays, ils ont l'obligation d'aller se faire enrôler. Nonobstant la qualité de la photo c'est quoi? Cette carte est provisoire. Bientôt, nous aurons des cartes de citoyenneté dans notre pays. Ça, c'est seulement pour vous permettre d'aller aux élections. Qu'on sache que vous êtes Congolais, vous vous êtes enrôlé. La photo fait quoi? Est-ce que votre beauté, c'est sur la photo qu'on va la regarder? Non, on vous voit comme tel. On sait que on a affaire à M. Charlie, tel que vous êtes là, jeune, beau et tout, bien habillé. C'est tout. Personne ne va vous demander sur la route que montrez-moi votre carte d'électeur. Cette carte est très valable en attendant que nous puissions avoir une carte de nationalité dans le pays. Elle est provisoire, ça vous permettra d'aller aux élections, de participer. On saura que vous vous êtes fait enrôler, c'est tout. Ne regardez pas la qualité de la photo ou quoi là, mon cher ami. Qu'on ne s'en tienne pas de petits faits. Quelqu'un qui aime ce pays, il a l'obligation civique d'aller se faire enrôler. Vous ne voulez pas choisir le président de votre pays. Vous ne voulez pas choisir les députés de votre pays. Vous voulez simplement subir les choses. Vous n'avez choisi personne et vous subissez. Et demain, vous serez le premier à dire « Ah non, nous n'avons pas les dirigeants qu'il nous fallait. » Mais allez choisir les dirigeants qu'il vous faut. Voilà. Donc il faut se faire enrôler. Il faut se faire enrôler. C'est voilà. Une obligation, c'est un devoir patriotique et civique. Honorable, justement, on va clôturer ce chapitre du processus électoral. Mais la toute dernière question est celle de savoir, vous avez dit l'élan est bon. Alors, on ne peut pas du tout discréditer les processus électoraux qui est déjà en cours. Mais honorable, expliquez-nous un peu comment les gens ne voyeront pas les zones d'ombre lorsqu'on publie un calendrier électoral, mais on n'a pas de cartographie électorale. Non, non, la cartographie va suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, au stade actuel de l'enrôlement, on a besoin d'une cartographie? Mais au niveau de la CENI même, ils savent à quel endroit ils placent les bureaux. Ils savent, dernièrement, j'ai appris, ils ont identifié toutes les écoles, tous les endroits où ils placeront le bureau et ils ont formé même le personnel. Donc, chaque chose a son temps. Il ne faut pas que le tout arrive au même moment. Vous savez, c'est un processus qui est lourd. Et c'est un pays, papa, mon Dieu, mon roi, où nous aurons une quarantaine ou une cinquantaine de millions de gens. Dans d'autres pays, la population totale du pays, c'est peut-être 3 millions. C'est moins que la commune de Kimbantseke. Oui. C'est moins. Alors, dans d'autres pays où vous croyez que non, là, tout est parfait, ils sont à combien? Ils ne dépassent même pas parfois 10 millions d'électeurs. Mais ici, chez nous, un pays jeune, organisé avec ses propres fonds, des élections d'une population qui s'élève à 50 millions. Mais non, mon frère ami. Et regardez l'étendue du pays, regardez l'état de nos routes. Toute la logistique, les contraintes de la logistique font que nous devons aller étape par étape, et nous avons l'assurance qu'on réussira. Ok. Voilà. Parlons un peu de ce que nous vivons, nous venons plutôt de vivre au gouvernement national, après les ministres du gouvernement central, des démissions en cascade se sont suivies. Au niveau même des provinces, les cadres, les hauts cadres de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont claqué la porte. Est-ce que cela ne va pas démystifier l'union sacrée dont vous êtes membre? D'abord, il faut être clair. Ce ne sont pas des démissions en cascade. Au niveau du gouvernement, il faut admirer l'élégance de notre président de la République.
C'est lui qui a appelé le gouvernement. Et avant le conseil du gouvernement, il a reçu les ministres qui sont venus du parti de M. Katumbi, je crois, l'ensemble. Et il leur a posé la question. Il y a un son discordant du côté de votre leader. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Vous restez avec moi ou vous suivez votre leader? C'est la démocratie, c'est l'élégance même en politique. Il faut donc admirer ces gestes. Et c'est le président qui est parti annoncer aux autres membres du gouvernement que tel ne feront plus partie de ce gouvernement parce qu'ils ont choisi de suivre la décision prise par leur chef. Donc ce ne sont pas des décisions en cascade. Et ce qui se passe au niveau provincial, c'est la conséquence même de ce qui s'est passé au niveau du gouvernement central. Ce ne sont pas des décisions en cascade. Souvenez-vous que M. Katumbi a dit depuis longtemps, un certain temps, qu'il sera candidat président de la République. Et il s'est passé un certain temps entre le moment où il a déclaré ainsi et au moment où les ministres font leur choix. Donc, c'est un processus normal, un processus démocratique, un processus qui est initié par un chef démocrate qui appelle, qui reçoit ses ministres, qui leur demande qu'est-ce que vous vous dites. Donc, cela ne dérangerait pas le bon fonctionnement de l'Union sacrée? Mais pourquoi? Pourquoi? Ce sont quelques députés qui sont partis. Nous, à l'Union sacrée, nous restons toujours majoritaires. Où est le problème? Et la plupart des députés de M. Katumbi ne l'ont pas suivi à ce que je sache. Ils sont restés avec vous? Ils sont restés avec nous, la plupart. Ils ont été achetés? Achetés par quoi? On les achète par quoi? Ils font eux-mêmes le choix. On les achète par qui et pourquoi? Et à combien? Vous pensez qu'un député national, bien pensant, un intellectuel de haut niveau, qui a le libre arbitrage, vous allez l'acheter à combien? Ça n'a pas de prix. Un député, c'est un homme responsable. Il décide lui-même en conséquence. Il voit les intérêts du pays. C'est un député national. Il est là d'abord pour le pays. Il n'est pas là d'abord pour son leader ou quoi là. Ce n'est pas un pion qu'on va pousser les leaders tous et puis les députés suivent. Non, ce n'est pas comme autrefois que le maître à penser a dit. Actuellement, nous sommes libres, nous les députés. Nous suivons notre conscience et selon l'intérêt du pays. Vous vantez le chef de l'État étant démocrate, mais on apprend, selon d'autres sources, qu'il y a plus ou moins 10 ministres qui sont interdits de participer aux réunions du Conseil des ministres et ils leur sont reprochés d'être proches de leurs les anciens membres de votre ancienne coalition, FCC Cash. On dit que d'autres sont encore fidèles à Joseph Kabila et d'autres côtoient encore Moïse Katumbi. Voilà pourquoi ils n'auront plus accès au Conseil des ministres. C'est vous qui m'en dites. Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Okay. Je sais que la dernière réunion extraordinaire qu'il y a eu au niveau du gouvernement, tout le monde était là. Okay. Sauf peut-être ceux qui sont à l'étranger en mission. Tout le monde était là. Et les 3 qui se sont décidés n'ont pas participé. C'est tout à fait normal. Alors, qui vous dit que certains seraient proches de ceci, certains seront proches de ça? Mais quand ils ont adhéré au gouvernement, on ne savait pas qu'ils émanaient de M. Moïse Katumbi. On ne savait pas que c'est lui qui avait dressé la liste et qu'il avait remise à notre président. Donc, mais pourquoi aujourd'hui il doit y avoir des suspicions? Non. S'il y a des gens qui veulent quitter, ils sont libres. Ils n'ont qu'à les manifester. Il ne manque pas de personnes dignes de les remplacer dans ce pays. Ok. Alors, sans état d'âme honorable Freddy Mbakata, aujourd'hui, c'est vrai que le départ de certains ministres de l'ensemble du gouvernement laisse quand même un vide en termes même de fonctionnement. Êtes-vous pour les remaniements du gouvernement ou justement il faut un autre gouvernement à l'heure actuelle? Mais écoutez, mais cela s'impose. C'est comme dans une équipe de football. Vous avez 11 joueurs. Quand 1 ou 2 sont dérangés, mais on doit les remplacer. L'entraîneur est là. Dans le cas d'espèce, notre entraîneur, à nous tous, notre chef, c'est le chef de l'État. Il va constater qu'il y a du vide. Il va les remplacer. Qu'est-ce que vous appelez remaniement ou quoi là? Le président seul décidera. Ça, c'est du libre arbitrage du président de la République. Il va voir que son équipe est incomplète maintenant. Il va pouvoir la compléter. Ça va de soi, mon frère. On n'a pas à discuter là-dessus. Justement, 2 petites questions avant de clôturer cet entretien.
télévisée que vous nous avez accordée, le chef de l'État séjourne dans les Grands Kasaï. Alors, il va plutôt fêter là-bas, mais ça fait jaillir quand même beaucoup, donc ça livre déjà dans la toile. Pourquoi il a opté de fêter là-bas pendant la fin de son premier mandat? Mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher frère? Qui ne sait pas que le président de la République est originaire de Kasaï? C'est un secret. Chacun de nous a son petit coin. Que ce soit le marshal Mobutu, que ce soit le président Kasavubu, il avait chez lui, libre à lui d'aller se reposer pendant ce temps de fête d'année et de fêter avec les siens. Mais en quoi cela constitue un problème? En tant que chef de l'État, il appartient à toutes les provinces. Il Oui, pouvait aller même à l'Est. Il n'est pas encore parti dans d'autres provinces. Il n'a jamais été au Chaba. Il n'a jamais été dans le Bas-Congo. Il n'a jamais été à l'Équateur. Et c'est la première fois qu'il va au Kasaï. Et pourquoi les autres fois, quand elle est au Kasaï, c'était normal. Et maintenant, quand il y va, on fait un débat. Non. Soyons, mon cher frère, démocrates et compatriotes. Aimons notre pays. Le président de la République, il est l'institution, la première institution de ce pays, quoi qu'un individu. Mais c'est un humain comme vous et moi. Il a tous les sentiments. Il est né de quelque part. Il a des frères et sœurs. Il a des parents. Donc c'est tout à fait normal qu'il choisisse où est-ce qu'il devrait aller. S'il était parti au Bandundu, il allait se poser des questions. Qu'est-ce qu'il est parti faire au Bandundu maintenant, à la fin de l'année? Ou s'il était parti au Kivu ou bien ou quoi? Non, c'est un homme comme vous et moi. Il a droit à un repos. Il a droit à une fête. Il a droit de diriger correctement notre pays. Donc on ne cherche pas de pousser sa tête. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, honorable. Mais dites-nous, vous êtes député national élu de la circonscription électorale de Tchangou. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission. Mais quel bilan dressez-vous? Ou comment appréciez-vous la gestion de Kinshasa, la capitale, les miroirs même de la République? Vous savez, moi, je préfère voir d'où est-ce que nous sommes partis, d'où est-ce que nous venons et où est-ce qu'on en est arrivé. Je sais que vous faites allusion à des pluies diluviennes qu'on a connues dernièrement ici. Ça fait partie des raisons. À Kinshasa, oui. Beaucoup d'autres problèmes. Et il n'y a aucune sanction, aucune interpellation. Vous allez sanctionner qui? Vous allez sanctionner la pluie? Il y a quand même des ministres sectoriels. Oui, qui allaient arrêter la pluie ou qui allaient arrêter les érosions. Mais la ville est mal lotie. Cette ville, à l'époque coloniale, quand elle a été construite, c'est une ville qui avait une population d'à peu près 350. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Rien que dans la ville, province de Kinshasa. 15 millions. 15 à 16 ou 17 peut-être. On a commencé de 350 000 à 15 millions. À 15 millions. C'est l'une des capitales la plus peuplée du monde. Oui. Mais diriger, c'est prévoir, dit-on. Les infrastructures n'ont pas suivi. C'est depuis très longtemps, depuis 60. Les infrastructures n'ont pas suivi. À l'époque coloniale, moi je me souviens, je suis venu à Kinshasa pour la première fois en 63. J'ai quitté chez moi Kenge dans le Bandundu, je suis venu chez mon oncle paternel à Bandal. Je suis arrivé aujourd'hui, les jours après, mon oncle m'a amené à la cité. Il y a un bureau qu'on appelait la cité là, au rond-point à côté du stade, quelque part là-bas. Okay. Mon oncle est parti me présenter. Voilà, c'est mon neveu. Il vient de Kenge, de l'intérieur. Il est écolier. On m'a enregistré. On m'a posé des questions. Quand est-ce que tu vas rentrer? Parce que je n'étais pas censé habiter ici à Kinshasa, parce que mes parents n'habitaient pas ici. Et en cours de route, quand vous passez, il y avait des barrières partout. Vous allez où? Vous devez avoir un laissez-passer. Mais qu'est-ce qui se fait depuis très longtemps? Les gens ne payent plus des impôts. Même à l'époque
coloniale ou tout de suite après l'indépendance, pour qu'un villageois puisse quitter chez lui, venir à Kinshasa, il doit se poser mille et une questions. Est-ce que j'ai payé l'impôt de cette année? Est-ce que j'ai la carte de vaccination, la carte médicale et tout et tout? Il fouillait, il ne venait pas. Mais maintenant, depuis longtemps, c'est un boulevard. Mais c'est là où on dit que l'État est défaillant. À qui la faute? Mais c'est de quel État vous parlez? C'est nous tous, depuis longtemps. Il faut descendre depuis vers les années 65 jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer ainsi? This is the question, comme disent les Anglais. C'est à nous de réparer. Et nous payons les conséquences aujourd'hui. C'est trop. Les infrastructures n'ont pas suivi. Et regardez aussi le comportement de nous-mêmes, la population. Quand nous prenons l'eau dans des bouteilles en plastique, où est-ce qu'on les jette? Vous les trouvez dans des caniveaux. Il suffit qu'il pleuve. Les rivières, vous voyez, ce sont les bouteilles d'abord qui surnagent sur toutes les rivières. Les eaux ne savent plus couler correctement. Les lits des rivières ont été envahis. Et tout ça en désordre. Tout cela, nous devons corriger. Mais c'était aussi sous l'impuissance des autorités du pays. Mais qui vous appelez les autorités du pays? Ce sont les autorités actuelles ou depuis très longtemps? C'est depuis très longtemps. C'est un problème que nous trimballons depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et pour corriger, vous ne devez pas venir avec un bâton magique, vous devez frapper pour corriger. Non, il faut aller mollo en apportant des solutions palliatives. Espérons, comme nous avons un ministère d'aménagement du territoire, qu'on en arrivera à corriger tout cela. Vous, là où vous êtes, si on vous dit, vous n'avez pas le droit d'habiter à Kinshasa, rentrer chez vous, vous allez accepter. Vous trouverez ça que c'est une injustice. Alors tout le monde arrive ici, ils abandonnent l'agriculture, ils viennent ici pour trouver du travail, même les moins qualifiés, ils n'en trouvent pas. Ils restent toujours ici. Ça devrait être quand même une priorité du gouvernement dont vous contrôlez. Mais le gouvernement fait quelque chose, le gouvernement essaie de faire quelque chose, mais le mal est très profond. Moi, je suis médecin. Quand le mal est très profond, il faut faire un diagnostic précis, aller lentement pour guérir le malade. Sinon, avec une thérapie choc, vous risquez même de tuer le malade par cette thérapie plutôt que par la maladie elle-même. Alors, honorable Freddy Mbakata, on arrive sûrement à la fin de cet entretien. La toute dernière question est celle de savoir, devant cette caméra, le chef de l'État a constitutionnellement encore un autre mandat devant lui. 2023, c'est une année électorale. Dites aux Congolais, pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un deuxième mandat? Parce qu'on dit qu'il a échoué. Il y avait beaucoup de gâchis au premier mandat. Vous avez déjà vu un président dans ce pays qui a été applaudi, qu'il a gagné? Tous les présidents nous disons que c'était de mauvais. Souvenez-vous, à l'époque du président Kassavobo, il est très mou, il ne parle pas, il ne fait rien. Mobutu est venu, il est dictateur, c'est le mal incarné du pays. Après lui, Kabila père est venu, vous savez de quoi on l'a critiqué. Mais certains disent Kabila fils est venu, oui, c'est toujours certains ça. Disent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le dernier de tous les présidents que la RDC a connus. Oh, demain on dira qu'il était le meilleur. Quand il finira normalement son mandat, quand il terminera son deuxième mandat, quand il ira se reposer, en ce moment, vous savez, il y a un adage français qui dit, le bonheur, on le reconnaît quand on l'a perdu. Vous, quand vous avez le bonheur, vous ne savez pas voir que je vis dans le bonheur, que je suis bien. On voit que tout est mauvais. Mais quand vous allez perdre cela, quand vous allez faire la comparaison avec ce qui va arriver, vous allez voir qu'à cette époque, on était bien. Non, le président va demander un second mandat parce que la Constitution le lui permet et le peuple congolais le jugera et nous croyons que le peuple congolais lui accordera un second mandat parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a entamées et ces choses-là ne peuvent pas être remplies dans une petite période de 5 ans. Non, il a le devoir et l'obligation et nous allons l'amener à la victoire finale. Il sera notre président qui sera investi après les élections de 2023. Madame et messieurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous le député national Freddy Mbakata. Il est de l'Union sacrée, élu pour le compte du parti PALU.
et il est élu dans la circonscription électorale du Tchangou. Honorable Freddy Mbakata, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et surtout pour ces derniers numéros de l'année 2022. Je vous remercie pour le privilège que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris l'année prochaine avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du